Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, vous avez raison, vous êtes, selon ce que nous constatons, vous êtes sur Zouk, vous avez raison, ne changez pas de chaîne, restez dans l'émission, écoutez pour comprendre. Et en écoutant, vous verrez qu'il y a des éléments que nous pouvons faire sortir à partir de cette discussion. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui M. Bruno Mancé, qui est le directeur du Grand Port de Fort-de-France. M. Bruno Mancé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre émission, de manière à pouvoir expliquer à notre population ce que c'est que le Grand Port de Fort-de-France. Alors, pour être plus précis, il s'agit du Grand Port maritime de la Martinique. Pas que de Fort-de-France. Bon, c'est pas par flagornerie, mais c'est comme ça que ça s'appelle. On va l'appeler comme ça s'appelle. Donc, bonjour à tous les auditeurs de Zouk TV. Et puis, j'espère que nous allons passer un moment qui vous permettra de découvrir vraiment ce qu'est le Grand Port maritime de la Martinique aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes sortis de très loin en matière, je dis, géographique. À titre personnel? Non, je parle du port, les différentes extensions. Oui, le port est fou, là. Le port, il faudrait remonter déjà à la concession de la Chambre de commerce à l'époque. Le port, c'était essentiellement l'hydrobase, où se faisait d'ailleurs tout le trafic de containers à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore les containers. Il n'y avait même pas encore les containers, c'est vrai. Ensuite est venue la croisière. Donc c'est le terminal des Tourelles qui a été aménagé. Ce qu'on appelle Quai Ouest. Voilà, ce qu'on appelle le Quai Ouest, qui a été aménagé bon an mal an pour accueillir la croisière ici. Et puis la croisière ça se développait pas trop dans les années 80-90, mais est arrivé le container. Et ça a changé la face du monde, dans tous les pays d'ailleurs. Hein. Le container, c'est arrivé dans les années 70, ouais. Avec Thierry de la Gonade, le préfet. Oui, j'avoue que je n'ai pas cette histoire en tête. Ah, je l'ai là. Ah bon? Ah oui, pendant plus d'un mois, ouais. Les dockers refusaient que les conteneurs soient mis en place. C'est pour dire que tout était en place. Ouais. Et puis Thierry de la Gonade a chargé. Ouais. Tous ils sont appliqués près de l'église de Sainte-Thérèse. Et depuis, les conteneurs ont commencé à circuler. D'accord. Et quand les conteneurs ont commencé à circuler, on a vu comment les conteneurs ont pratiquement écrasé la route de Sainte-Thérèse. Ouais. Il y a eu beaucoup de transformations à l'époque. Oui, alors c'est bien parce que j'apprends aussi de l'histoire de la Martinique, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la conteneurisation, sur le plan mondial, a changé complètement. L'économie du monde, a vraiment facilité de manière considérable les échanges et les flux. Les produits sont arrivés beaucoup plus vite et dans de bien meilleures conditions. Donc c'est vrai qu'il a fallu s'adapter. Donc vous parlez de la route de Sainte-Thérèse, tout ça. Effectivement, il a fallu beaucoup adapter les choses. Le réseau routier n'était pas fait. Ouais, il n'était pas peut-être calibré pour ça à l'époque. Mais en tous les cas, sur le plan économique, ça a été un grand boom, la conteneurisation. Hein. Pas seulement en France, en Martinique, partout dans le monde. Et donc ça a permis à la fois d'automatiser, de mécaniser, de changer un peu le métier des dockers qui était très physique, très physique. Ils portaient à dos d'homme, hein, quasiment les choses. Et donc tout ça a permis d'améliorer les conditions de travail et puis de moderniser un peu les installations. Et la dernière extension a été... Alors, et puis, donc je disais, ça se passait à l'hydrobase, avec 2 portiques à l'époque. Donc, le développement de la conteneurisation et de l'économie ici a fait que le quai de l'hydrobase était trop petit. Enfin, l'installation n'était pas du tout appropriée en matière de sécurité, etc. Donc, la Chambre de commerce a eu l'idée de l'extension de la Pointe des Grives, qui a été le projet majeur. Hein. Ça a été inauguré en 2000, je crois, 2000, ouais, je pense. Donc c'est véritablement, on a créé quelque chose qui n'existait pas du tout. Quelque chose de moderne, avec des portiques modernes, une organisation du travail vraiment améliorée, aussi bien pour nous que pour les manutentionnaires qui étaient sur le site. Donc là, ça a été vraiment un changement. La Pointe des Grives a vraiment professionnalisé le métier. Oui. Et entre-temps, on a été rattrapé par la patrouille. Canal de Panama, l'arrivée massive de ces gros porte-conteneurs. Mais si vous voulez, transformer Fort-de-France en hub.
Oui, la vie, j'ai coutume de dire que la vie est un long fleuve, pas toujours tranquille, mais c'est un fleuve quand même, ça coule. Donc on ne peut pas arrêter le progrès, on ne peut pas arrêter le développement. Et c'est vrai que, paradoxalement, alors on dit que le canal de Panama, il n'y a pas que le canal de Panama. Paradoxalement, depuis quelques années, le secteur maritime se préoccupe de décarboner ce secteur. On sait que les bateaux, la majorité des bateaux circulent au fioul, sont alimentés au fioul. Donc il a été décidé de décarboner la flotte. Donc, et l'une des conséquences de cette décarbonation, c'est que les bateaux sont devenus plus gros. Voilà, donc on doit accueillir des plus gros bateaux aujourd'hui. Par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, la Martinique, quand on accueille aujourd'hui encore des bateaux de 2500 à 4000 EVP, alors les EVP, c'est les équivalents 20 pieds. C'est les boîtes, ce qu'on appelle des boîtes de 20 pieds. Ouais. C'est classique. Donc aujourd'hui, les bateaux qui viennent ici font entre 2500 et 4000 EVP. Demain, les nouveaux bateaux qu'on va accueillir vont aller jusqu'à 7900 EVP. Alors, ça, vous avez le tirant d'eau qu'il faut pour... Alors, aujourd'hui, à la Pointe des Grives, on a ce qu'il faut. Ce qui nous manque, c'est de la longueur de quai. On a un quai de 450 mètres linéaires. Ces bateaux-là font plus de 200 mètres. Ils font 240, 230, 240 mètres. Donc, nous avons besoin d'allonger le quai. Donc, on va le monter, on va l'allonger de 150 mètres linéaires pour le passer à 600 mètres. De façon à ce qu'il puisse accueillir 2 bateaux. Alors, si vous voulez, ces gros bateaux, faut bien dire les choses. C'est pas parce qu'ils sont plus gros qu'on va recevoir plus de marchandises ici. Ici, il y a un marché, qui est le marché local. Il est ce qu'il est, il va pas doubler, il va pas... La population... voilà. En plus, on a une population qui diminue, qui vieillit, même si les chiffres nous montrent que c'est un marché stable quand même. Bon. Donc, par contre, ces bateaux plus gros vont aller chercher de la marchandise ailleurs. En Amérique du Sud, on aura des nouvelles routes qui vont se créer entre l'Amérique du Sud et la France et l'Europe. Et nous, ce qu'on cherche, nous, c'est à être un peu malin, à capter ce qu'on peut capter. Être un gestion de parking. Voilà. Pas de parking, non, du tout. Ce qu'on veut, c'est capter des flux de marchandises qu'on ne capte pas aujourd'hui. Alors, c'est clair que, comme je vous disais, le fait que la consommation locale, elle est à peu près plate, elle n'évolue pas beaucoup ces dernières années, il faut qu'on trouve des choses en plus. Alors c'est quoi? Il y a une partie qui est liée au transbordement, donc c'est une notion de parking que j'aime pas beaucoup. Le transbordement, c'est faire venir une marchandise ici, un conteneur ici, le stocker chez nous, avec un premier bateau, il arrive, et il y a un deuxième bateau qui vient le chercher pour l'emmener ailleurs. Voilà. Donc on sert un peu de gare de triage, pour reprendre un peu de hub, c'est ce qu'on appelle le hub de et donc cette activité-là, on va pouvoir la développer. Pourquoi? Parce qu'on a du savoir-faire et de la capacité. On a la chance d'avoir un terminal très productif, avec une bonne productivité, donc ce qui fait que ces échanges peuvent se faire très facilement. Mais c'est pas la vocation principale de ce qu'on appelle le hub Antilles. Nous, ce qu'on veut également, c'est faire la Martinique profiter de nouvelles sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, 98% de ce qui arrive ici passe par le port, les containers. Mais, allez, je suis gentil, je vais dire entre 80 et 85%, mais je pense que c'est plus, de notre trafic aujourd'hui, c'est entre la France et la métropole et la Martinique. Oui. Donc on est très mono approvisionnement. C'est pas nécessairement une bonne chose. On voit la vie est chère. Dans ces problématiques, de vie chère, il faut aller chercher ailleurs ce qu'on peut aller chercher pour diminuer les coûts, pour améliorer les coûts de passage, etc. Même pas notre contreplaqué, pas la peine d'aller chercher en Europe, si on l'a dans les Caraïbes. Alors, pour pouvoir faire ça, par contre, il faudra qu'on se mette d'accord avec l'État sur la normalisation, sur les normes. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait là-dessus pour permettre qu'on puisse s'approvisionner avec des produits qui ne sont pas nécessairement aux normes européennes ou trouver des équivalences, etc. Donc ça, il y a des travaux qui se font là-dessus. Donc c'est plutôt les gens du BTP qui s'en occupent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir capter des flux. Par exemple, nous savons qu'il y aura un flux du Brésil qui viendra pour aller en Europe. Parce que le Brésil exporte des ananas, des fruits, etc. Ce qu'on
on veut proposer aux importateurs et aux industriels martiniquais, c'est de pouvoir soit acheter de la matière première au Brésil, pour la transformer ici et la réexporter, soit pouvoir trouver des produits qui aujourd'hui sont sur l'axe France-Martinique, au Brésil, en Amérique du Sud plus généralement, et pouvoir diminuer les temps de trafic, donc améliorer les temps d'approvisionnement, donc diminuer les coûts. Par exemple, nous allons également profiter, alors ça a l'air de rien, mais c'est un énorme chantier. C'est un énorme chantier, mais c'est à la fois une valeur ajoutée énorme. Par exemple, il ne s'agit pas juste d'allonger un quai, c'est pas ça. Nous allons créer sur le terminal de la Pointe des Grives ce qu'on appelle un PCF, un poste de contrôle frontalier. Ça n'existe pas ici. Pourquoi on va créer un poste de contrôle frontalier? C'est tout simplement pour pouvoir, on va dire, j'essaye de simplifier, labelliser un produit qui vient d'un pays tiers qui n'est pas européen pour le labelliser européen. Ici, nous sommes en Europe. C'est la chance que nous avons. Un produit qui viendrait du Brésil ou d'Argentine ou d'ailleurs, qui arriverait ici, on l'inspecte, on le contrôle et on l'estampille comme étant rentré en Europe. Oui. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme en matière de réduction de coûts, etc. Un exemple. Ça peut paraître caricatural ce que je dis, mais ça existe. Vous importez des oranges de Cuba ou de Saint-Domingue. Ici, eh bien, ces oranges-là vont d'abord au Havre pour être estampillées européennes pour revenir ici. En termes de bilan carbone et en termes de coût, il n'y a pas pire. Hein. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire venir ça directement ici. On l'estampille nous-mêmes, on le transforme, on le réexporte ou on le consomme sur place. Donc le hub Antilles, c'est pas que créer du quai, des terre-pleins, etc. C'est changer le modèle économique aussi. Alors pour ça, on aura besoin beaucoup des industriels et des importateurs, parce que nous, on met à disposition des équipements, des organisations, etc. Mais il faut que les industriels et les importateurs locaux fassent cet effort d'aller chercher ailleurs, de comprendre ce qui se passe autour d'eux, dans la Caraïbe, pour pouvoir, au fur et à mesure, inonder le au fur et à mesure, importer aussi de plus près certains produits, mais aussi commencer à commercer avec notre environnement, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros sujet. Alors le bateau, en principe, il passe devant l'Afrique. Oui. En général, il faut le fasse d'Anvers pour revenir sur Dakar. Et c'est-à-dire que dans ce projet, on pourra faire Fort-de-France Dakar aller-retour. Non. Ça ne sera pas aussi simple. Ça ne sera pas aussi simple que ça, parce que les routes maritimes sont tracées et sont assez... elles travaillent en silo. C'est-à-dire, vous avez des routes, par exemple, Asie-Europe. Voilà, Asie-Europe, les bateaux ne font que ça. Même s'ils passent devant ce que vous voulez, ils font que ça. C'est pour des questions de rentabilité et de coûts de transport. Il y a des routes nord-sud. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Et donc, non, les routes telles qu'elles sont dessinées aujourd'hui, Caraïbes, Europe, ne voient pas l'Afrique. Donc, après, ça dépendra des compagnies maritimes. C'est toujours pareil. Elles vont là où, elles vont là où ça les intéresse d'aller, là où il y a du trafic, etc. Mais aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, ça me paraît difficile d'envisager des routes directes avec l'Afrique sur le plan maritime. C'est pas le format qui existe aujourd'hui. La question se pose beaucoup dans l'aérien, mais pas trop dans le maritime. Là, au niveau maritime. Non. Pour que le public puisse comprendre cette extension, qui se fera là où nous appelons cimetière bateau. Oui. Il y a beaucoup qui savent. En partie. En partie, c'est ça, la partie, je dirais, sud. Ouais. Non, la partie, non. Enfin, sud du cimetière. Oui, cimetière, oui. Absolument. À l'embouchure de la rivière Monsieur. Bien sûr. Côté, je dirais, côté gauche. Absolument. Et nous, à l'époque, quand ce projet est sorti, on allait mettre quoi comme remblai du Los Angeles. La meilleure qualité de roche pour la Martinique. Et nous, on s'était élevé contre. Nous ne sommes pas revenus à faire tomber ce projet de consommation de Los Angeles et d'aller chercher autre chose, toujours sur place, mais d'autres matériaux moins chers. Et ça nous a plus ou moins retardé. Retardé, non, parce qu'un projet comme ça, de toutes les façons, pour le mettre en place, il faut vraiment s'acharner pendant des années.
ne serait-ce que pour mettre en place les financements. C'est un projet de 122 millions d'euros quand même. Hein. C'est pas un petit projet. Globalement, c'est 122 millions. Il a fallu que les conditions soient réunies pour que ça se fasse. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'aussi, l'aspect environnemental est important. Donc je ne dis pas que l'aspect environnemental retarde le projet. C'est pas un terme que j'emploierais. Mais je dirais qu'il nous oblige à concevoir un projet qui soit bien ficelé. Dans le cadre. Voilà, bien ficelé, qui respecte les gens, qui respecte les populations, qui respecte l'environnement. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment pour aller vite. Donc, il faut prendre le temps. Et le temps, c'est pas toujours de l'argent. Hein. Le temps, c'est des fois de la bonne réflexion. Et pour bien faire les choses. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous avons pris le temps. Nous sommes en phase où l'appel d'offres pour cette extension va être... on attend les offres là, incessamment sous peu. On espère pouvoir notifier le marché au mois d'avril, j'espère. Voilà, donc on prend notre temps, mais c'est pas du temps perdu. C'est vraiment du temps pour la Martinique, pour faire les choses correctement. Mais en fait, je le directeur, M. Mancé, nous étions dans un rond permanent administratif qui fait que à la L300-2 du Code de l'urbanisme, la concertation était foulée du pied. Et nous avons secoué le cocotier. Oui, je me souviens de ça. Secoué le cocotier pour qu'on puisse respecter. La concertation se fait avant que le projet soit lancé. Et une fois que tout a été épuisé, à ce moment, on lance. Et c'est pourquoi nous disons que nous perdons du temps. Bon, maintenant, le volet environnemental, le dernier volet qu'il y avait, c'était au niveau du désuleur. Pour récupérer les huiles qui, plutôt d'aller en mer, étaient récupérées pour être recyclées ou traitées. Donc cet aspect environnemental, souvent le téléspectateur oublie, les gens oublient, que le retour se fait dans notre assiette. Enfin, bon, oui, parce que toutes ces pollutions vont dans la mer, le poisson consomme cette pollution, les hydrocarbures et compagnie, et ça revient dans notre assiette. Nous sommes toujours à la dernière... Alors je ne sais pas si tout revient dans notre assiette, mais ce qui est important pour moi, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Il faut, chaque fois qu'on réfléchit aujourd'hui... Nous, on va plus loin aujourd'hui. On parle très peu, enfin, on parle quand même de l'adaptation au changement climatique. Par exemple. L'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer, l'élévation de la température, etc. Aujourd'hui, tous les investissements que nous faisons, tous, on essaye de tenir compte de ça. On tient compte de ça parce que il vaut mieux prendre son temps de modifier un projet qu'on pense simple à l'origine, de bien le modifier pour l'adapter, pour faire en sorte que, l'environnement soit respecté et que, 2, dans 100 ans, l'investissement soit toujours là à la disposition des Martiniquais. C'est ça notre responsabilité aujourd'hui, quoi. Et c'est vraiment... l'environnement, pour moi, n'est pas un frein. L'environnement, c'est une aide à la décision. C'est un outil. C'est un outil, c'est une aide à la décision pour s'assurer que ce qu'on fait est bien fait et pérennisé. Voilà. Et il y a un proverbe chez nous qui dit « bon marché, coûté cher ». Donc on dit oui, l'environnement rajoute des coûts. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai parce que c'est des temps d'études, c'est des machins. Mais une fois qu'on a passé ce filtre-là, ça nous garantit que le projet qu'on met en place est un projet sain pour la Martinique. Et je crois que c'est ça qu'il faut rechercher aujourd'hui, quoi. Enfin, nous, en tous les cas, nous sommes dans cette optique. Et ça nous sort du cadre et bon comme ça. Voilà, oui, en plus. Et les gens souvent oublient une chose. Nous avons fait un peu l'évolution portuaire. Le bassin de la Doube, qui est l'un des meilleurs bassins de la Doube de toute la Caraïbe. Et certains armateurs vous disent rentrer à Fort-de-France pour réparer. Alors, avec l'évolution des dimensions de bateaux, est-ce qu'il ne faudra pas aussi prévoir un jour l'extension du bassin de la Doube? Honnêtement, nous n'avons pas... C'est pas votre vocation première? Non, nous n'avons pas prévu ça. Pourquoi? Parce que la réparation navale, quand vous regardez, n'a pas vocation à réparer tous les bateaux du monde. Voilà. Nous, on n'a pas vocation pour plusieurs raisons. Hein. Quand vous faites rentrer un gros bateau de 300 mètres de long dans une cale, mais il rentre là pour un moment.
Et si vous voulez, nous, ce qu'on veut, on n'a pas beaucoup de place. On n'a qu'un bassin de radeaux. Pour faire ça, pour accueillir les grands bateaux, il faut plusieurs bassins. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de demandes qu'il faut pouvoir traiter. Et on ne peut pas se dire, je fais un bassin, une fois que j'ai mis un bateau de 300 mètres dedans tout seul, eh ben, tout le monde attend derrière. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on ait une offre assez élargie. Donc, on a une taille aujourd'hui qui est de l'ordre de 200 mètres, qui nous permet d'accueillir avec plusieurs bateaux-portes, ce qu'on appelle des bateaux-portes. Donc, on arrive à compartimenter le bassin pour accueillir plusieurs bateaux en même temps et les traiter en même temps. C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que il faut être astucieux et agile pour gagner de l'argent. Traiter un gros bateau, très 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 gros, ne ramène pas plus d'argent que traiter plusieurs petits bateaux. Vous voyez, donc après c'est des formats économiques qu'il faut regarder. Mais honnêtement, je ne pense pas que, en tous les cas, c'est pas notre optique aujourd'hui d'agrandir le bassin. C'est plutôt de le rendre plus performant. On a fait l'an dernier 8 millions d'euros d'investissement dans ce bassin pour qu'il soit à la fois aux normes, aux dernières normes environnementales, dans le traitement des eaux, etc. On a fait de très très gros efforts là-dessus, et qui permettent aux nouveaux concessionnaires, parce qu'on a attribué une concession au mois de janvier, là, de travailler dans des conditions bien meilleures. Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi et le signe est évident, hein, c'est que aujourd'hui, si vous allez dans le bassin, d'abord il est plein tout le temps. Donc c'est une bonne chose. Oui. Et deuxièmement, il est plein avec des bateaux qui amènent beaucoup de valeur ajoutée. Certes, il y a les bateaux de la marine qui nous font travailler beaucoup, et ça, on les en remercie. Mais on a aussi beaucoup de yachts qui viennent. Et faire venir un yacht, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que un yacht coûte des milliards, hein, ça coûte très cher. Donc le propriétaire d'un yacht, pour qu'il le mette chez vous et qu'il vous le laisse pendant un mois, il faut vraiment qu'il soit sûr que, il est en sécurité, 2, que les professionnels qui travaillent sont de grands professionnels, etc. Donc, nous, l'idée qu'on a, c'est véritablement, avec le concessionnaire, alors, on est en train de l'initier. C'est vraiment d'arriver à créer une filière de professionnalisation en Martinique. On a l'école des pêches à Trinité, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, on va voir avec le cluster maritime comment on peut créer une filière pour professionnaliser les jeunes Martiniquais à la réparation navale. Vous me rassurez. Ouais. Parce que, pardon de vous interrompre, quand on voit le plus jeune soudeur au port, il y a une 60aine d'années, et que nos petits jeunes savent pas tenir une baguette, ça me donne froid dans le dos là, par rapport aux anciens. Ouais, il y a des choses à faire parce que et c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué, c'est créer une filière, faire passer des conventions, former les gens, et voilà. Je crois que aujourd'hui tout le monde y est prêt. Le concessionnaire qu'on a est prêt, nous sommes prêts. Je pense que le cluster maritime va nous accompagner là-dessus. C'est vraiment véritablement assurer la pérennité de l'économie bleue. Donc c'est la formation. En plus, l'avantage de ça, c'est que c'est de l'emploi non délocalisable. Non. C'est des gens d'ici qui vont le faire. Chaque fois qu'un bateau vient, il n'y a pas besoin de faire venir. Oui. On peut faire venir des spécialistes. Vraiment un truc très très spécifique. Oui. Mais tout ce qui est chaudronnerie, soudure, peinture, menuiserie, etc., on peut former des gens en local, des équipes qui, dès qu'il y a un bateau, travaillent dessus. Et ça, vraiment, on crée une filière, on crée un savoir-faire. Et c'est vraiment un de nos objectifs stratégiques qu'on verra dans notre projet stratégique qui va être voté en courant de cette année. Oui, sur cela, à l'époque, je me souviens quand le bassin de la Double fonctionnait, quand on avait Key West et autres, comment tout ça fonctionnait, on avait beaucoup d'ouvriers ultra performants. Absolument. Ultra performants. Absolument. Petit à petit, ça s'est estampé. Ouais. Et en termes de projet, le projet du port du Robert dans le Sahara, il demeure ou... Ah oui. Aujourd'hui, l'exploitation était... l'appontement du Robert, l'appontement Ré-Noir, a été transféré dans le giron du Grand Port Maritime par arrêté préfectoral il y a 2 ans, je crois. Bon. Administrativement, tout n'est pas terminé. Il y a le transfert de propriété qui reste à venir. Bon. Donc, l'avantage d'avoir fait ça, c'est quoi? C'est aujourd'hui, nous réalisons beaucoup d'études
pour savoir ce qu'il faudrait faire de ce port. Certes, ça restera un port de cabotage, mais ça peut être un port très intéressant pour le rayonnement dans la Caraïbe, le développement d'échanges avec la Caraïbe. Pourquoi? Parce que le port de Fort-de-France n'est pas en capacité de le faire. Le port de Fort-de-France est organisé surtout pour traiter du container. Il ne traite pas de palettes. On traite très peu, on ne saurait pas. Or, il y a un besoin dans la Caraïbe, dans les échanges, aussi bien à l'import qu'à l'export, hein, parce qu'on a des choses à exporter aussi, de travailler avec des plus petits bateaux à la palette, donc dans des unités plus petites que le container. Et donc, le port du Robert s'y prête bien. En plus, c'est vrai que ça peut être un projet qui permet de développer le Grand Nord. Oui. Bon. Donc tout ça a de l'intérêt. Nous sommes en train de mener des études là-dessus pour voir le potentiel qu'il y a, le gisement qui existerait sur le port du Robert. Mais bon, ça sera pas le port de Fort-de-France. Il ne faut pas se faire d'illusions. D'abord, c'est un port très contraint sur le plan environnemental. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Il n'y a pas suffisamment de tirant d'eau. Il n'y a pas de tirant d'eau. Bon, le chenal d'accès est compliqué, etc., etc. Aujourd'hui, on peut faire des choses, on peut développer, mais on ne fera jamais Fort-de-France avec le Robert. Mais c'est un projet qui existe, qui est très, très, très soutenu par la CTM. Nous avons des échanges fréquents avec eux là-dessus et on est en train de travailler ensemble à comment développer le port du Robert. Ouais. Alors, l'autre élément qui reste en jeu, là, est-ce que dans l'extension du port, que ce soit sur la zone prévue ou dans l'environnement, la montagne et autres, Ouais. est-ce qu'il est prévu quelque chose pour tout ce qui vient du Nord Caraïbe en matière de construction? C'est-à-dire? Tout ce qui est roche, tout ce qui est sable, tout ça, est-ce qu'il y a Alors, un quai de réception oui. pour redistribuer vers le sud, pour alléger le littoral en termes de camions? Bon, alors, mon passage au port s'est fait en 2 temps. J'ai été au port de 2015 à 2020. Dans un premier temps, j'étais directeur de l'exploitation. Après, je suis parti à l'aéroport et là, je reviens au port. Et depuis la première fois que j'étais là, nous avons sanctuarisé un espace à l'hydrobase pour servir de relais de stockage et de redéploiement de roches de carrière de Saint-Pierre, etc., ou d'importation. Donc c'est un projet qui est assez ancien. Les terrains sont encore là, ils sont disponibles. Après, il faut dire ce qu'il y a. Il y a une difficulté politique, quoi. Je veux dire, il y a des transporteurs qui ont fait des investissements énormes dans le camion, etc., etc. Donc, souvenez-vous l'épisode des Taxicos. Bon, donc c'est un peu la même chose. Il faut arriver à faire en sorte. On peut pas arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et dire à partir de demain on fait comme ça. Donc il faut arriver dans la concertation à faire en sorte que les planètes s'alignent pour que ça se fasse. Nous, on a un terrain qui pourrait servir à ça. Après, il faut voir comment, politiquement ici, on pourra mettre ça en place, avec qui, comment, c'est une grande question. Mais à un moment donné, je ne sais pas si c'est mort ou si ça a toujours vie, les barges, c'est question de transporter tous les matériaux. Et que les transporteurs qui faisaient Saint-Pierre-Fort-de-France auraient fait ce transfert au même coût. Est-ce que cela a été acté définitivement? Non, je ne crois pas. Enfin, bon, moi, je n'interviens pas dans le processus aujourd'hui. Je vous dis, c'est plutôt un processus politique qui, bon, moi, j'essaye de mettre en place des outils au service du pays. Bon, après, donc j'écoute ce qui se dit, ce qui se fait, mais je ne négocie avec personne. Je ne sais pas s'il y a des négociations, je ne sais pas où ça en est, mais c'est vrai que ça paraît intéressant, comme ça. De pouvoir faire ce transport par barge. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très tourné vers la mer en Martinique, malheureusement, pour le transport d'une manière générale, que ce soit des passagers ou des matériaux. Hein. On n'est pas très tourné vers la mer. Bon, il y a des réflexions en cours, je sais, mais ça, ce sont des problématiques politiques qui... Bon, nous, on accompagne. Je ne peux pas... Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, la réflexion. Alors, un chantier comme celui-là, il est prévu pour combien de temps? Alors, le chantier lui-même d'extension est prévu pour 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on va le terminer fin 2027, début 2028.
Voilà. C'est ce qui est prévu. En période de grève et intempéries. Grève, non, je ne vois pas pourquoi. Non, moi, je suis optimiste. Donc pas grève sur le port, mais pas grève d'une manière systématique. Non, nous sommes aujourd'hui. Les choses ont changé. Ah bon. Moi, je suis assez optimiste. Bon, Martiniquais professionnel aujourd'hui, non. 2 ans, oui. Après, il peut y avoir des aléas. C'est toujours pareil. On essaye de sélectionner les meilleures entreprises. Il arrive parfois qu'elles soient défaillantes. Bon, ça, c'est pas... Oui, on va dire hors aléa, c'est 2 ans. C'est bien hors aléa. Donc 2 ans de travaux, c'est une bouffée d'oxygène pour le BTP. Ah oui, pour le TP surtout. Pour les travaux publics, pas tellement le bâtiment, parce qu'on n'aura pas de bâtiment vraiment à construire. Nous, on donne beaucoup de travaux au TP. Alors, c'est intéressant cette remarque, parce que et souvent, les gens, il va falloir que cette année, on essaye de produire une étude là-dessus. Je vais commander une étude sur ça, sur la contribution du port à l'économie martiniquaise. Chaque fois que le port investit 1 euro, il faut le savoir, hein, chaque fois que le port investit 1 euro, ça génère 70 centimes de valeur ajoutée pour la Martinique. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que beaucoup des travaux que nous faisons sont des travaux de TP, donc ce qu'on appelle les travaux publics. Donc, non délocalisables. Non délocalisables. Ce sont en général des matériaux locaux, de la main-d'œuvre locale. Donc, cette valeur ajoutée est réinjectée dans le circuit, parce que c'est des gens qui vont aller consommer, acheter des biens, etc. Et donc, etc., etc. Et donc, c'est vertueux. Donc, la valeur ajoutée reste ici. Donc, c'est pourquoi le port, dans tout ce qu'il fait, vraiment, on regarde ça de très très près. Que ce soit dans le conteneur, que ce soit dans la croisière, chaque fois qu'on investit 1 euro, on génère 70 centimes en plus dans l'économie martiniquaise. C'est pas rien du tout. Hein. Là, je vous ai dit, c'est 122 millions d'euros. Hein. Donc, regardez ce qu'on va injecter. Ça fait du bruit dans les chaumières. Oui, donc ça va aider le secteur des travaux publics, même si, bon, il leur faut beaucoup plus, je pense, pour relever la tête aujourd'hui, compte tenu de la situation. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous sommes très observateurs le port, c'est un baromètre. Hein. Quand je vois l'évolution, encore cette année, de nos importations de clinker pour le ciment, c'est un indicateur majeur. Aujourd'hui, on est en baisse. Hein. Le clinker baisse de 14% cette année, nos importations. Donc ça veut bien dire que le BTP se porte pas bien. Ah non, en ce moment, le BTP, il est... Voilà. Il est HS. Il est à tonne, quoi. Donc, vraiment HS. Ouais, c'est vrai. Donc nous, oui, c'est vrai que ce chantier-là viendra amener une bouffée d'oxygène. Nous avons des projets à plus long terme qui ne sont pas encore clairement sortis parce que pas encore financés. Donc nous sommes en train d'étudier, mais nous avons le projet de créer une maison du port au-dessus de la Pointe des Grives. Nous avons un terrain à la ZAC de l'Étang-Abricot, de façon à regrouper tous nos services et pouvoir même peut-être proposer des locaux aussi aux entreprises qui travaillent sur le port. Donc, créer une maison du port, donc ça par contre c'est un gros projet, quelques millions d'euros, qui n'est pas encore vraiment ficelé, mais sur lequel on travaille. Vous êtes dans l'avant-projet sommaire. Oui. Donc, je pense que ça aussi, ça viendra conforter le BTP. Ce sont des beaux projets. Et puis, nous avons encore des projets de développement sur la croisière, puisqu'il faut accompagner ce secteur d'activité. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que la croisière ne sert à rien ici. Moi, je dis, attention. Nous accompagnons le développement de ce secteur parce qu'il se développe. Contrairement à ce qu'on pense, la Martinique est un atout formidable pour la croisière. Pourquoi? Parce que la Martinique est reconnue comme la destination caribéenne la plus sûre. Ça, c'est établi. Un bateau américain qui vient ici, il est en toute sécurité. Il ne se pose pas de questions, il vient. Il approvisionne en eau, en nourriture. En nourriture, et puis, il sait que ces gens ne seront pas kidnappés, ses clients, etc. On est vraiment... on parle de sûreté, de sécurité. C'est bétonné, quoi. Bon, il y a ça. Nous avons développé depuis plusieurs années ce qu'on appelle la croisière tête de ligne. Croisière tête de ligne, c'est que les passagers embarquent en Martinique.
Ils viennent de partout dans le monde. Oui. Ils viennent du Brésil, ils viennent des États-Unis, ils viennent du Canada, ils viennent d'Europe. D'Europe, oui. Et ils embarquent ici. Ils font une nuit ici, en hôtel. Des fois, ils font plus d'une nuit, ils font des fois une semaine. Et ça génère beaucoup d'argent en Martinique. Parce qu'ils vont payer des taxes aéroports, ils vont payer des hôtels, ils vont payer des transferts entre l'aéroport et le port quand il faut partir, ou entre l'hôtel et le port. Ils vont payer des transporteurs, des taxis, tout ça, il y a un écosystème qui vit. Et nous avons calculé que le croisiériste qui vient en tête de ligne, qui vient embarquer ici, dépense 4 fois plus d'argent qu'un croisiériste en transit. C'est intéressant. Donc ça veut dire que c'est un modèle économique qu'on développe ici. Vous avez vu que l'un de nos partenaires qui fait de la tête de ligne ici vient de mettre un plus gros bateau cette année. Tout ça génère des millions chaque année. Donc il faut pas occulter ça. Hein. C'est une activité qui aujourd'hui mérite d'être accompagnée et mérite d'exister. Bon, alors c'est pas mon travail de dire combien ça rapporte à la Martinique, mais ça rapporte beaucoup. C'est connu à Blessac. Oui, et puis on ne peut pas avoir une économie monoproduit. Bon, on ne peut pas faire que de la banane ici. Il faut proposer autre chose. Il faut être intelligent, créatif, et voilà quoi. Donc il faut s'intéresser à tout ce qui peut créer de la valeur en Martinique. Alors, une autre question importante qui nous est souvent posée. Quand un bateau accoste chez vous, c'est gratuit, il a un ticket modérateur, comment ça se passe? C'est-à-dire? Il paye son stationnement. Comment ça se passe? Bien sûr. Une fois qu'il a passé le... Ah oui, il paye, oui. Il ne paye pas que du stationnement, il paye des taxes de sûreté, de sécurité pour ses passagers. Oui, il paye. Et puis, on développe, alors peut-être pas directement le port, mais il y a beaucoup d'entreprises qui développent des services annexes qu'ils payent aussi. Le traitement des déchets. Parfois, il y a du soûtage de produits. Il y a des approvisionnements en produits locaux. Les bateaux, quand ils viennent, notamment les bateaux de croisière, s'approvisionnent ici en produits de l'alimentation locale, hein, que ce soit des melons, de la laitue, de l'eau, enfin, je veux dire, ils s'approvisionnent. Donc ils payent beaucoup de choses, mais oui, ils payent du stationnement. Ouais, ouais. C'est ça qui fait qu'on arrive à entretenir nos infrastructures. Hein. Ces taxes-là sont faites pour ça. Il y a des droits de port sur les navires, donc, qui sont en fonction de beaucoup de paramètres concernant le navire. Donc, tout ça, ça nous sert à améliorer nos infrastructures et à maintenir les quais. Hein. Ils payent des droits de port sur les passagers aussi, je vous le disais. Donc, ils payent une taxe aux passagers pour la sûreté, pour la sécurité, pour tout ça. Et ils payent aussi le pilote pour entrer dans le port. Ah oui, ils payent le pilote, ils payent l'agent maritime qui assure pour lui toutes les opérations administratives, etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Ceci étant, je dirais, s'ils viennent, c'est qu'ils gagnent de l'argent quand même. Hein. Oui. Donc ils payent, oui, tous les services. Il n'y a pas de raison qu'on fasse des services gratuits. Hein. Tous les services sont payants parce que c'est une valeur ajoutée pour nous. Hein. Et c'est du cash. Oui. En général. Oui, parce que là aussi, sans stimulus, on n'avance pas. Oui. Non, c'est clair que ça irrigue tout de suite. Oui, les pilotes sont payés tout de suite. Nous, on est payés. La douane prélève les taxes tout de suite. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est de l'argent frais qui rentre régulièrement ici. Hein. Et en même temps, il y a toute une surveillance par rapport à tout ce qui est trafic de drogue, trafic. Oui, c'est la contrepartie. C'est que chaque fois qu'on facture une taxe, il y a un service associé. Donc, nous avons une capitainerie ici qui est armée avec 12 officiers de port plus un commandant, qui est chargé à la fois de s'assurer que les navires qui arrivent sont des navires de qualité qui correspondent à nos critères. C'est-à-dire qu'on n'accueille pas de bateaux poubelles ici. Donc, on contrôle tout ce qui est marchandises dangereuses. Donc, c'est très, très contrôlé, très, très, très bien verrouillé chez nous. On contrôle toutes les déclarations pour vérifier qu'il n'y a pas de fausses déclarations, etc. On fait des contrôles terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos officiers de port montent sur les bateaux pour vérifier, par exemple, les déclarations de déchets, pour vérifier ce que les gens déclarent avoir comme déchets, et vérifier qu'ils correspondent bien à la déclaration. Voilà. Alors, pour la partie, je dirais, trafic de drogue, etc., ça, c'est plutôt l'État. Oui. C'est pas notre compétence. Nous n'avons pas la compétence.
comme je dis toujours, nous sommes là pour accompagner. C'est-à-dire que chaque fois que nous pouvons, nous accompagnons. Donc ce que nous avons fait, par exemple, c'est un renforcement de la sûreté du port. Donc aujourd'hui, et dans les années qui viennent, on va s'orienter vers ça. Vous avez un scanner ou vous l'aurez bientôt? Alors nous aurons un scanner sur la Pointe des Griffes bientôt, donc au mois de juin. Nous allons installer sur la partie passager également des RX de contrôle bagage, contrôle passager avec des portiques, etc. Nous avons installé depuis quelques années à peu près plus de 200 caméras, donc un système de vidéosurveillance, de vidéoprotection assez performant, très très performant, qui nous permet H24 de savoir ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est notre contribution. Chaque fois qu'on a besoin de nous, on répond présent. Maintenant, je répète que c'est une mission régalienne de l'État que de lutter contre le trafic de drogue. Alors, en matière de lutte, comment peut-on les interpréter? Vous vous souvenez de cette affaire, cet épisode de Cosette? Oui. Alors, j'étais pas encore là. C'est une drôle d'affaire. Ouais. Il fallait évacuer le port, autrement il bloquait Fort-de-France. Oui, c'est vrai. Et je me souviens de tout ce qu'on a eu comme gesticulation. Finalement, le Cosette a été sorti du port. Absolument. Et puis, il s'en est allé. Ouais. On a eu aussi le dôme qui est dans le port, là, d'Albioma. Oui, mais lui, il est Non, quand il fallait le construire, Ouais. Bon, ce cylindre-là. Ouais. Bon, on a eu des événements sur le port. Oui, mais, si vous voulez, le port est un lieu, je dirais, à la fois de fantasme, mais de transformation. Et ce qui se passe sur le port, on essaye d'être toujours à l'avant-garde. Albioma, c'est emblématique. Les gens ont eu peur du dôme. En se disant qui ça qui en ça, qui ça. Mais c'est une révolution. C'est-à-dire que ces gens-là ont créé, ont reproduit ici un modèle qu'ils avaient créé aux États-Unis, bien pensé, de silos de stockage dans des conditions particulières, d'humidité, etc. Et ça fonctionne. Ça a fait peur. Bon, il a fallu démystifier. On a beaucoup communiqué là-dessus. Aujourd'hui, il y en a ici, il y en a en Guadeloupe, il y en a ailleurs dans la Caraïbe. Mais ce sont des nouveaux concepts qui apparaissent. Et nous sommes innovants. Donc, ça nous intéresse. Chaque fois que quelqu'un vient avec des idées un peu nouvelles, on essaye de les mettre en pratique, d'accompagner, tout à fait. Et Albioma, c'est un succès. C'était la période où, justement, on voyait un coffrage gonflant, une propulsion béton. Béton, ouais. Avec fibre. Absolument. Fibre de béton, fibre métallique. Et les gens ne savaient pas de quoi ils en retrouvaient. Exactement. Mais nous, étant nés dans le BTP, vivant du BTP, on a très vite compris ce qui se passe. Mais enfin, la gesticulation qu'il y a eu autour fait qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de tout ça. Oui. On allume, on éteint, on ne sait pas qui a le biomasse. Absolument, absolument. C'est pareil, le EDF qui est à côté de vous, là. À Pointe des Carrières. Oui, quand il a fallu faire cette extension Pointe des Carrières qui lui a permis, votre extension, ben, pareil, ça avait suscité beaucoup de choses. Mais c'est vrai que, moi, il y a des bons et des mauvais côtés. Moi, je trouve que les Martiniquais sont très attachés au port. Ça, c'est formidable. Ils s'approprient le port c'est le port des Martiniquais. Moi, je trouve ça formidable. Après, les mauvais côtés, c'est que des fois, ils se posent des questions sur ce qui s'y passe, sur comment, pourquoi, etc. Bon, je crois que c'est à nous d'expliquer le plus simplement possible, en toute transparence. Et il faut qu'ils gardent à l'esprit quand même que le port va toujours chercher la performance. Le port va toujours chercher l'innovation. Vous voyez, par exemple, là, sur la Pointe des Griffes, nous sommes en train, le chantier a commencé le mois dernier, nous allons installer des panneaux photovoltaïques un peu partout, sur la Pointe des Griffes, de façon à réduire notre consommation d'énergie fossile de 50% dès l'année prochaine. Ça, c'est de l'innovation pure. Donc, on a une équipe, on va produire de l'énergie solaire, on va la stocker et on va l'utiliser pour nos propres besoins du site. Et donc, ça va nous permettre de diminuer de 50% nos consommations d'énergie fossile. Donc ça, dans la politique énergétique de la Martinique, c'est une contribution qui n'est pas négligeable. Parce que c'est beaucoup de mégawatts.
nous commençons à réfléchir à lancer des études sur du photovoltaïque flottant. Alors ça paraît, on se dit, mais pourquoi ils veulent faire ça ici? Il y a de la houle, il y a des cyclones, il y a du mauvais temps. On étudie. Je ne sais pas si on va aboutir, mais en tous les cas, on est dans l'innovation. À propos d'études, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la CTM qui s'en occupe, si c'est l'État et autres. On sait que nous avons l'élévation du niveau de la mer, qu'on le veuille ou non, ça va monter. Nous avons lancé le débat qui fonctionne plus ou moins, que si nous ne fermons pas la baie de Fort-de-France, c'est certain que EDF, vous, l'aéroport, tout ça, en fait, toute cette zone de la baie de Fort-de-France sera sous l'eau. Je ne sais pas où. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce qu'il y a une communication qui se met en place? Mais c'est vrai qu'il y a une large réflexion qui aujourd'hui est en place avec la CTM, la CACEM, l'université. Enfin, il y a beaucoup d'intervenants. Nous avons réalisé une étude de vulnérabilité de nos installations au changement climatique. La Pointe des Grives n'est pas concernée parce que il n'y a pas d'influence. Le seul quai qu'on a qui serait concerné, c'est le quai des Tourelles, qui est le plus ancien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand il y a de la houle, quand l'eau monte, on voit bien que c'est le seul quai qui pose problème aujourd'hui. Donc nous allons entrer dans une phase de plan d'action où nous allons voir comment nous adapter ce quai à la montée des eaux. Les autres quais ne sont pas concernés. L'hydrobase, non. La Pointe des Grives, non. Après, je sais qu'il y a une réflexion très, très, très large qui est menée par la CACEM aussi, et la CTM sur tout le littoral, toute la frange littorale de Fort-de-France. Donc nous y participons, on a des réunions régulièrement avec eux. Et voilà, donc ça doit rassurer les gens, on s'en préoccupe. Et là, on vient d'avoir un de nos jeunes qui vient d'être nommé conseiller au ministère de l'équipement, de l'aménagement et de l'équipement du territoire. Absolument. Nous espérons qu'à partir de ce qu'il a plus ou moins engrangé ici, il faut bouger un peu les lignes pour qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Ouais, moi je n'en doute pas. La préservation de notre littoral. Ouais. Parce que c'est quand même, il ne faut pas oublier, c'est 25 communes impactées par l'élévation, dans la partie basse, par l'élévation au niveau de... Mais il y a beaucoup de travail qui se fait ici et ça ne se voit pas. Bon, le prêcheur a fait beaucoup de travaux là-dessus. La CACEM s'en préoccupe. Non, moi je crois que... Alors aujourd'hui, ce sont beaucoup d'études, donc des choses qui ne se voient pas vraiment. Alors peut-être qu'il faudra communiquer plus. C'est ça la question. Voilà. Le défaut de communication que nous avons ici, c'est vrai. Nous attendons que ces personnes viennent ici exposer les différents sujets et le grand public qui l'écoute, il ne comprend pas. Le Martiniquais, une fois qu'on lui a expliqué les choses, il comprend très vite. Et il adhère. Donc ça, ce sont des éléments, enfin, moi je parle que pour le port, sur lequel nous allons intervenir dans le cadre de notre projet stratégique. Nous allons faire voter un nouveau projet stratégique 2025-2029 cette année. Nous allons l'élaborer en concertation avec tous les acteurs de la Martinique. Enfin, qui voudra bien apporter sa pierre sera le bienvenu. Et ça va être des sujets qui seront discutés à ce moment-là aussi. Et donc on va communiquer dessus. Actuellement, le port en effectif, c'est combien? C'est un peu plus de 120 personnes. Aujourd'hui, et bon, ça va, ça vient, c'est assez stable. Ce sont des personnes directement. Oui, je parle du grand port maritime. Oui, du grand port. Mais l'environnement, c'est à peu près 700. 700 personnes au total. Qui gravitent autour. C'est beaucoup. Oui. Donc c'est vrai que le port est un pourvoyeur non négligeable en Martinique, en termes d'emploi, en termes d'activité. C'est un point stratégique, quoi. Il faut pas... faut le reconnaître. Oui. Et aujourd'hui, le lien il est très bien établi entre port et aéroport? Alors, nous communiquons beaucoup. Bon, j'ai le mérite d'avoir fait les deux, donc je connais les problématiques. Après, il nous reste à mettre en place encore des actions communes, notamment, comme nous l'avons déjà fait avec l'aéroport sur la Croisière. Donc là, ça matche très très bien, on va dire. Il y a des actions communes, puisque je vous dis, on se bat pour développer de la croisière tête de ligne, donc des gens qui arrivent à l'aéroport qui viennent au port. Donc on a une démarche commune avec l'aéroport vers les clients, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.
Donc sur le plan de la croisière, ça marche très bien. Il va falloir développer les mêmes choses sur le plan des marchandises. Pourquoi? Parce que le fret, les notions de fret peuvent être... Il y a des choses à faire en commun là-dessus. D'ailleurs, la CTM est un site pilote. Enfin, la CTM a fait en sorte que la Martinique soit un site pilote pour un projet de digitalisation de la logistique en Martinique. Donc c'est un projet qui s'appelle l'EFTI for All, qui concerne à la fois l'aéroport et le port dans la communication des échanges et des données qui vont se développer là. C'est énorme. Mais en même temps, le temps n'est pas énorme. On arrive au bout. On arrive au terme. Si vous avez une conclusion à faire, c'est laquelle conclusion? Et encore même pas conclusion. Oui, c'est pas une conclusion, c'est une étape. Oui, ce que je voulais dire aux Martiniquais, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que le port se trouve à une croisée des chemins. Les investissements que nous portons aujourd'hui vont dessiner l'économie de la Martinique pour les 10-15 ans qui viennent, voire plus. Donc c'est vraiment majeur ce que nous faisons aujourd'hui. C'est une locomotive. Oui, il faut le concevoir comme ça. Alors c'est pas de la flagornerie, je bombe pas le torse en disant ça. C'est une réalité. Et comme c'est une réalité, ça nous oblige à réussir. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes au service du territoire. Nous ne sommes pas là nous ne sommes pas une entreprise comme une autre. Nous ne sommes pas une entreprise. Nous sommes un établissement public au service du territoire. Donc, les engagements que nous les prenons avec l'État, avec les Martiniquais, pour un développement économique. Et donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, dans toutes nos discussions, nous discutons avec l'État, nous discutons avec la CTM, nous discutons avec la CACEM, nous discutons avec le monde politique, le monde économique. Importateur, exportateur. Absolument. Pour savoir vers où il faut aller pour développer la Martinique pour les 10-15 ans qui viennent. Et véritablement, nous sommes aujourd'hui en train de faire ça. Nous allons démarrer les projets. Et les Martiniquais verront dans quelques années que ça va changer un peu. Enfin, j'espère qu'ils le verront. Ça devrait changer à la fois la façon d'importer. Ça devrait changer, et nous l'espérons, les coûts de passage aussi. Parce que nous sommes conscients que la vie chère est trop chère ici. Voilà, donc tous ces investissements-là sont également faits pour créer les conditions d'amélioration des coûts. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Le grand public entend, écoute, comprend que la période de ma génération qui ont connu tirer de la grenade, on verra pas ça d'ici demain matin. Peut-être autre chose. Oui. Mais enfin, l'important, c'est de développer ce port, de développer la Martinique et de faire ce qu'il faut qu'on puisse rayonner dans la Caraïbe et se faire respecter et surtout embaucher. Et puis, ce que nous souhaitons aussi, c'est que les Martiniquais s'approprient le port. Donc, on va tout faire pour ouvrir le port martiniquais, qui viennent nous voir. Faire des visites. Voilà, faire des visites, créer des événements. Créer des événements culturels, etc., pour que le port soit vraiment en interface avec le territoire. Et ça, c'est important pour nous. Il faut l'avoir qu'un biomar qui puisse faire quelque chose. C'était un projet à l'époque. Heureusement que vous le dites. C'était un projet à l'époque. Je l'avais vu avec la direction parisienne. C'est qu'ils n'avaient pas trouvé les personnes. Mais enfin, c'était pas mûr par rapport à l'acceptation. Absolument. Là, aujourd'hui, c'est un projet. Ah oui, je pense que ça peut se faire. Ça se voit de partout. Oui, absolument. Okay. C'est presque un phare dans le paysage. Si. On n'a pas eu le temps de parler des phares. Dieu je sais s'il y a des histoires sur les phares. Absolument. Merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu en tous les cas. Tout le plaisir a été pour nous.